contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan lecture du mois de septembre. Alors autant le bilan lecture du mois d'août était relativement court puisque finalement je n'avais que très peu lu au mois d'août par rapport à ce que j'avais estimé pouvoir faire, même si dans un sens je me doutais que j'allais très peu lire. Autant au mois de septembre, j'avais prévu de beaucoup lire. J'ai certes légèrement moins lu que tout ce que je m'étais prévu, mais j'ai quand même beaucoup lu, je trouve, par rapport à mon rythme habituel, puisque ce n'est pas moins que 13 bouquins que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ouais, 13. Alors certes, il y a 2 graphiques, certes, il y a 2 romans que j'avais un peu commencé en août, mais vraiment très peu commencé en août, donc on va dire j'avais un peu commencé le travail, mais non, j'ai quand même pas mal bastonné au mois de septembre, et en plus, j'ai terminé le mois de septembre en organisant un week-end à Lille, que je vous ai organisé principalement via Instagram et Twitch, et ce qui se déroulait surtout sur Discord, donc vraiment, si vous ne me suivez pas ni sur Twitch, ni sur Instagram, ni sur Discord, bah, qu'attendez-vous pour le faire? Les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Vraiment, je vous invite à venir me suivre par là-bas puisque en plus, bah, il va se passer des trucs chouettes par là-bas. Donc vraiment, venez me suivre, je vous le dis. C'est un petit conseil d'amis entre vous et moi, mais je vous invite à venir au moins sur Instagram, c'est sympa. Donc je vais vous présenter toutes les lectures que j'ai faites vraiment dans le désordre puisque je ne sais plus... Si, je me souviens encore les 2 que j'avais commencé au mois d'août mais que j'avais pas terminé et que du coup, bah... qui sont les plus anciennes, on va dire, dans la pile que je vais vous présenter. Mais sinon, il n'y aura pas vraiment d'ordre. Hein. J'ai 2 piles à côté de moi. Donc, les premiers qui viendront, ce seront les premiers que je vous présenterai. Sachant qu'il y en a certains que je vous ai présentés dans mon vlog, dans le seul vlog qui est sorti au mois de septembre. N'hésitez pas à aller le voir vraiment, puisqu'il est quand même pas mal fourni. Il fait près de 2 heures. Quand même, donc je vous dis effectivement 2-3 trucs dedans et je vous parle en l'occurrence des lectures que j'ai fait pendant la semaine qui le composent, donc je vous invite à aller le voir, mais on va revenir de suite sur surtout des lectures que j'ai fait au mois de septembre. On va commencer avec un livre qui m'a été imposé sur Twitch par Mayela et que je suis contente qu'elle m'ait sélectionné puisque ça faisait très longtemps qu'il moisissait un petit peu dans ma palle, on va pas se mentir. Il s'agit de 1984, écrit par George Orwell et publié ici chez Folio. C'est un classique du coup que j'ai depuis très longtemps dans ma palle. Je crois que si vous remontez sur mon Instagram dans mes premiers posts Insta, il fait partie, je crois, de la première dizaine de posts que je vous ai publiés. Bah, je vous montrais un book haul et en l'occurrence 1984 en faisait partie. Donc comme quoi, ça fait quand même très longtemps qu'il est dans mes différentes habitations, qu'il bouge au fur et à mesure avec moi et que je ne le lis pas. Et bien maintenant, c'est chose faite et je suis très contente de l'avoir découvert puisque j'ai absolument adoré ce bouquin. Ici, on suit Winston qui évolue donc dans ce qu'il estime être 1984, même s'il n'est pas bien sûr, puisque ça fait déjà plusieurs années que la population a arrêté de compter les années en fait à partir du moment où le parti avec un P majuscule, a pris vraiment la main sur le gouvernement de ce qui s'appelle ici l'Océania, qui correspond, on le devine, à notre Europe actuelle à peu près, et qui a donc un parti unique qui est géré avec, en tout cas en figure de proue, Big Brother, et vous connaissez sûrement la phrase de Big Brother vous regarde ou Big Brother is watching you en anglais qui est peut-être un peu plus connu. Et on va suivre Winston qui se rend compte que finalement tout ce que le parti leur dit, tout ce que le parti leur fait croire n'est finalement pas forcément la vérité et que le parti ment sur énormément de choses, sur le passé du monde, sur aussi ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, mais surtout ce qu'il devrait faire mais qu'il ne fait absolument pas. Et Winston du coup va commencer à aller contre la pensée que le parti exige, puisque le parti a la faculté de pouvoir vous surveiller dans tout ce que vous faites. Il peut vous surveiller en public, vous surveille en public de toute façon c'est sûr, vous surveille aussi dans votre sphère privée avec des écrans chez vous, il vous permet de vous écouter et par exemple vous êtes considéré comme traître très facilement. Le simple fait, par exemple, dans votre sommeil, de dire quelque chose qui va à l'encontre du parti, vous êtes arrêté, en fait, puisque vous êtes considéré comme un traître au parti. Je trouve ça quand même assez flippant. Ça fait très peur, ce côté dictature. Et George Orwell avait vraiment une façon d'écrire qui est fabuleuse et en plus de voir le monde, puisqu'il a écrit ce livre, c'était à la sortie de la Seconde Guerre mondiale et il vous décrit une dictature qui fait énormément penser au communisme, en plus avec une figure de Big Brother qu'il vous décrit qui ressemble quand même beaucoup à Staline. Donc on sent effectivement que George Orwell n'était pas pour le communisme et on le sent aussi par exemple dans son autre ouvrage qui est bien connu, La ferme des animaux. Et en même temps, il y a aussi des clins d'œil, enfin des clins d'œil, est-ce que c'est vraiment le bon terme? On va dire ça, mais il y a aussi on sent aussi qu'il y a l'influence nazie, puisqu'on va vous décrire un cliché de beauté, vraiment ce qui était considéré comme la plus grande beauté dans cet ouvrage par le parti, comme étant des gens blonds aux yeux bleus, donc on comprend que c'est le cliché à rien vraiment. Donc il y a des influences de différents horizons
qui forme ce boulbi-boulga de dictature qui fait vraiment très très froid dans le dos. Et j'ai adoré ce roman. Je l'ai, comme je vous en parlais dans le vlog, je l'ai quasiment que écouté en audio sur Audible. Et ça a été une très très belle expérience de lecture. Je pense que si je n'avais fait que le lire, ça aurait été plus compliqué de rentrer dedans. Là, pour le coup, il faudrait que je réessaye avec d'autres classiques parce que ça se trouve, c'est un petit peu un bon moyen de rentrer dans les classiques, de vous jeter dedans si vous êtes un petit peu frileux. En tout cas, pour le coup, pour celui-ci, ça a été vraiment une très très belle expérience de lecture. En plus, 1984 est gratuit sur Audible et sur Nextory. Donc, si vous avez l'application, si vous avez une ou deux des applications, vous pouvez vous le procurer gratuitement sans utiliser de crédit ou sans utiliser votre temps d'écoute. Donc ça, c'est vraiment très 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 chouette. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus puisqu'il se découvre... puisqu'il s'écoute très très bien et vraiment le narrateur est superbe, je trouve, et ça fait encore plus froid dans le dos d'entendre en fait ce qui se passe dans ce livre et de le découvrir comme ça. Il y a pour moi un petit ventre mou à un moment sur tout un chapitre, en plus un chapitre qui dure très longtemps puisqu'il dure près de 2 heures d'écoute en x1, très très long. En fait, ce chapitre pour moi, il est trop long déjà, sans coupure, mais surtout en fait c'est un gros rappel, mais de façon officielle on va dire, de tout ce que vous avez compris depuis le début du livre. Donc c'est vrai que ce chapitre n'est pas inutile, mais si vous voulez vraiment juste découvrir l'œuvre sans forcément l'étudier, il est relou. Il est un peu lourd comme chapitre, effectivement. Si par contre vous voulez faire une lecture analytique, là je pense qu'il sera très intéressant. Donc après, tout dépend de vous, comment vous voulez découvrir. Mais en aucun cas, il faut que vous vous arrêtiez à ça, parce que c'est vraiment un classique que je vous encourage grandement à découvrir, qui fait très froid dans le dos, mais en même temps qui est très intéressant. Et George Orwell avait une vision qui est quand même très impressionnante pour son temps. Non, vraiment du génie pour moi cet ouvrage. Un livre qui aurait pu être un coup de cœur et franchement ça ne s'est pas joué à grand chose mais que j'ai absolument adoré. Il s'agit de Mon amie Adèle, écrit par Sarah Pinborough et publié aux éditions Livre de Poche ici. C'est aussi une lecture qui m'a été imposée sur Twitch cette fois-ci par Célène et je la remercie vraiment énormément parce que c'est en plus elle qui me l'avait aussi offert, mais je la remercie d'autant plus de me l'avoir choisi puisque vraiment je m'attendais pas à aimer à ce point-là. J'avais vu beaucoup d'avis et tout le monde était plutôt d'accord pour dire que c'était une bonne lecture, mais je m'attendais pas à autant adorer. J'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture ici. Ici nous suivons en fait donc Adèle. Yes, Adèle qui est mariée à David mais dont le mariage se passe plus vraiment très très bien. Vraiment leur mariage tient plus à la force de l'habitude que à un vrai amour, un vrai lien d'affection. Et David lui est psychiatre je crois. David est psychiatre et il a une secrétaire médicale, Louise, qu'il va rencontrer dans un bar la veille de se rendre compte que c'est sa secrétaire. Et ils vont flirter, ils vont s'embrasser un petit peu et ça n'ira pas beaucoup plus loin. Mais le lendemain, au bureau, quelle surprise de se rendre compte que la jeune femme qu'il a draguée dans le bar, c'est sa secrétaire. Donc c'est très délicat, Louise est un petit peu gênée de tout ça et se dit qu'elle n'ira pas plus loin. Et tout va prendre un peu plus d'ampleur lorsque Adèle, donc la femme de David, va vouloir absolument devenir l'amie de Louise pour des raisons qui nous sont inconnues pendant très longtemps dans le roman et que l'autrice nous fait découvrir au fur et à mesure. On comprend que effectivement, au-delà du fait que le mariage ne tient plus à grand-chose entre Adèle et David, il y a une raison qui les oblige, vraiment qui les oblige à rester mariés, qui les rend prisonniers en fait de cette union. Et on va découvrir au fur et à mesure, élaborer différentes théories. En tout cas, ça a été mon cas. J'ai élaboré plein de théories au fur et à mesure de ma lecture en me disant oh, ça va être ça, non ça doit sûrement être ça, non je pense que c'est ça. Et en fait, à chaque fois, l'autrice arrivait à démonter mes théories et surtout cette fin. La fin était exceptionnelle, vraiment. Je m'en doutais, mais je m'en suis doutée genre 20 pages avant qu'on nous le dise officiellement. Donc vraiment, pendant très longtemps, je me suis fait mener en bateau, mais de bout en bout, quoi. C'était terrible, mais terriblement bien, surtout. Alors par contre aussi, et ça je ne m'y attendais pas du tout, et la 4e de couverture ne le laisse pas du tout comprendre, mais je préfère vous le dire parce que je sais que ça peut en bloquer certains, il y a du fantastique. Il y a une dose de temps fantastique dessus et au début je pensais qu'elle n'était pas forcément importante, qu'elle apportait certains éléments de réponse mais que finalement c'était pas si important que ça. Et si, le fantastique prend de plus en plus de place dans le récit jusqu'à devenir vraiment crucial en fait pour cette fin. Et enfin bref, c'était génial, c'était absolument génial, j'ai adoré ce roman. Je vous le conseille puisqu'on est sur du thriller, puisqu'on comprend que, parce que oui, le passé qui fait que David et Adèle comme ça sont obligés de rester mariés, on comprend qu'il y a Anguille sous roche, qu'il s'est passé des trucs, en plus on alterne au niveau de la présentation du roman, on alterne entre 3 points de vue, on va dire, le point de vue de Louise, donc la maîtresse de David, le point de vue d'Adèle, donc la femme de David, et
des chapitres qui se nomment à chaque fois avant, donc ce qui s'est passé avant. Donc on va suivre le passé d'un personnage qui au fur et à mesure va nous faire comprendre certaines choses et va encore plus vous encourager à élaborer de différentes théories. Franchement, chapeau si vous arrivez dès le début à comprendre ce que va être la résolution de fin. Perso, ça n'a pas du tout été mon cas, mais je vous encourage grandement à le découvrir. Il est vraiment très très chouette, il se dévore. J'ai lu aussi un petit graphique, donc je vais pas vous en parler longtemps parce que j'ai pas grand chose à en dire, mais j'ai lu Chi, une vie de chat, le tome 2, écrit par Konami Kanata et publié chez Glénat Kids. Donc c'est le tome 2 du tome 1. T'inquiète, t'as compris. Mais donc voilà, dans le tome 1, je vous disais que j'avais beaucoup aimé parce qu'on suivait Chi qui était un petit chaton comme ça qui découvrait la vie en famille. Et bah écoutez, là on continue de suivre Chi qui est toujours tout aussi jeune et qui apprend de nouvelles choses au fur et à mesure, qui va apprendre ce que c'est que du lait. Et apparemment c'est vachement chouette du lait quand même, qui va faire la rencontre d'un gros matou qui n'est pas forcément très très commode au début, mais qui finalement va apprendre différentes choses à Chi. Bref, c'est tout choupi, ça se lit très très vite, c'est vraiment super si vous aimez les chats, ce qui est mon cas. Donc perso j'ai passé un très très chouette moment. Et pareil, si vous avez des enfants ou que vous connaissez des enfants, offrez-leur ou faites-leur lire parce que c'est vraiment tout kiki. Et même si vous avez par exemple, vous êtes une famille qui vient juste d'adopter un chat, ça peut être sympa aussi, surtout si effectivement il y a un enfant dans cette famille, ça peut être sympa de voir ce que ça peut être le futur avec un nouveau chat dans la maisonnée. Enfin bref, un très très chouette petit manga tout doudou et j'ai déjà hâte de lire la suite. Je vais vous présenter maintenant un des premiers livres du mois puisque c'était un de ceux que j'avais commencé au mois d'août et que j'avais pas terminé. Et je ne sais pas pourquoi j'avais fait un peu traîner cette lecture. Ou je sais pas si c'est parce que je l'avais fait traîner ou parce que je l'avais commencé vraiment trop tardivement au mois d'août pour pouvoir le terminer dans le mois. En tout cas, ça a été une super lecture. Il s'agit de Gros Tracas pour Charlie Vega, écrit par Crystal Maldonado et publié chez Young Novel. J'ai adoré ce bouquin. J'ai adoré ce bouquin. Et pourtant, ça aurait pu être difficile pour moi d'aimer à ce point-là puisque j'en avais de grandes attentes. Et donc, vous savez que plus vous avez des attentes sur un livre, plus il est compliqué de pouvoir atteindre ces attentes. Et au contraire, il y a plus tendance à être déçu. Là, pas du tout. Là, pas du tout. J'en avais des grandes attentes et elles ont été totalement respectées, atteintes et même voire plus pour moi parce que j'ai adoré celui-ci. Ici, on suit du coup Charlie. Donc, c'est cette jeune demoiselle qui a 16 ans, qui est grosse et qui, dans un sens, s'accepte comme elle est. Elle est par exemple sur différents réseaux de body positif et justement elle encourage les jeunes femmes et qui sont des plus size comme ça à s'accepter, à dire c'est super chouette, c'est trop bien. Mais en même temps, elle au fond d'elle-même, elle n'est pas forcément en adéquation avec son corps, elle a du mal. Sa mère qui est une ancienne grosse qui a perdu beaucoup de poids, n'arrive pas à comprendre que Charlie n'y mette pas un peu du sien pour essayer de perdre du poids, sauf que Charlie, elle veut bien perdre du poids dans un sens, mais elle veut pas non plus faire comme sa mère et avoir une obsession sur son poids, parce que sa mère, sa mère c'est clairement ça. Et en même temps, elle a sa meilleure amie, donc Amélia, je crois qu'elle s'appelle. C'est ça. Elle a sa meilleure amie Amélia qui est vraiment sublimissime. On vous dit, c'est une jeune fille noire, très svelte, très souriante, toujours positive, qui a une aisance en plus au niveau sociabilité. Donc vraiment, Charlie, elle est un petit peu jalouse de sa meilleure amie, mais en même temps, elle l'aime d'amour fou. Et du coup, tout va bien entre elles jusqu'à ce que l'amour vienne pointer le bout de son nez et que Charlie se rend compte que le garçon sur lequel elle a un crush finalement était avant tout intéressé par Amélia. Et là, Charlie se remet pas mal en question. Charlie se remet souvent en question et du coup va s'amener plein de réflexions très intéressantes autour de la grossophobie, de la confiance en soi, de son acceptation, de l'acceptation de son corps. Enfin bref, c'est vraiment un livre très très bien écrit. Vraiment, j'ai toujours été grosse et donc adolescente aussi. Et j'avais vraiment l'impression de lire ce qu'étaient mes pensées d'adolescente en lisant ce livre avec les pensées de Charlie, qu'elles soient positives par rapport à son poids, qu'elles soient aussi négatives et parfois très laides, puisque oui, être gros et avoir des amis autour de soi qui sont beaux, c'est aussi être jaloux, être envieux, se dire que eux ils ne peuvent pas comprendre la peine qu'on a avec notre corps et que eux ils n'ont pas le droit de se plaindre, ils n'ont pas le droit d'avoir de complexe puisque finalement ils sont bien foutus. C'est parfois manquer de tact aussi, penser qu'on est le centre du monde. C'est plein de choses comme ça et c'est très très bien écrit. Charlie est touchante comme tout puisque même comme je vous dis, elle a des pensées qui sont moches mais au fond d'elle-même, c'est une belle personne, c'est une très belle personne. En plus, elle est drôle, elle est gentille, elle est très intelligente, vraiment. C'est une très très belle personne et
C'est une adolescente qui essaye de se construire avec un corps qui n'est pas accepté par la société et que du coup elle-même elle a du mal à accepter. Mais c'est une adolescente qui se construit et c'est vraiment très très beau. Je vous encourage grandement à le lire. C'est un livre qui vous fera cogiter, qui pourra vous apporter des axes de réflexion par rapport à votre acceptation vous-même sur votre corps si vous êtes touché par des problèmes de poids, que ce soit de surpoids ou de sous-poids. Mais aussi ça peut vous apporter des fois des éclaircissements sur ce que vous avez pu avoir fait étant plus jeune, par exemple en jugeant des jeunes, des plus jeunes. Ou même encore maintenant, si vous jugez des personnes par rapport à leur physique, sachez que derrière tout ça, derrière un physique, il y a un passé, il y a des réflexions, c'est pas juste on se complaît dans un physique qui peut paraître hors norme. Non, il y a malheureusement beaucoup plus souvent des choses, des traumatismes, des choses terribles derrière. Bref, je vous encourage grandement à le lire. Pour moi, ça a été une très très belle lecture avec une romance en plus en fond, une romance très bienveillante avec un protagoniste aussi masculin qui est trop choupi, vraiment. Je vous le conseille fortement, c'est une bouffée d'air frais, il fait vraiment du bien et je pense qu'il est nécessaire de le lire. Vraiment, je regrette absolument pas ma lecture et merci à Young Novel d'avoir publié ça. Pour le mois de septembre, j'ai organisé la première vraie lecture commune, on va dire, sur le Discord, vraiment de façon plus assidue, qui s'est étalée sous tout un mois. Et je suis très contente de l'avoir fait puisqu'il s'agissait de la lecture de Leur chemin était le mien, écrit par Pauline Ludlow, qui est donc de l'auto-édition. Et Pauline, c'est une personne de la communauté qui a donc écrit ce roman et je trouve ça fantastique. Merci beaucoup à toi, Pauline, d'un jour d'être venue dans mes messages privés, de m'avoir demandé si j'étais intéressée pour recevoir ton bouquin. Bien évidemment que j'étais intéressée pour recevoir ton bouquin. Et tu m'as dit ouvertement, vraiment, s'il ne te plaît pas, il n'y a pas de souci. Je m'attends pas forcément à ce que toutes les personnes qui lisent mon bouquin aiment. Soit fais-moi un avis honnête, mais je serais très curieuse que tu lui dises, bah écoute, je l'ai lu. Et je l'ai même beaucoup apprécié ton bouquin, Pauline. Donc le pari est totalement réussi pour moi. J'ai vraiment passé un très bon moment de lecture. Ici, on suit 4 profils de jeunes femmes. On suit donc Louise, Caroline, Magali et Elena qui évoluent, qui ont chacune des âges différents, qui ont des vies différentes, mais pourtant qui se rejoignent sur certains points, qui évoluent aussi à des endroits et des dates différentes. Et on va les suivre chacune dans leur vie, dans leurs choix, qu'ils soient bons, qu'ils soient mauvais, qu'ils soient joyeux, qu'ils soient tristes. On va les suivre comme ça au fur et à mesure, chapitre après chapitre, en alternant le point de vue de chacune. Alors certes, il y en a certaines, vous allez peut-être plus les apprécier que d'autres, ça a été mon cas, il y en a que j'ai beaucoup apprécié. Il y en a une en l'occurrence qui se veut être plus détestable que les autres et je pense qu'il est compliqué de l'apprécier à 100%. Mais c'est surtout l'histoire de 4 femmes qui sont liées à un moment ou à un autre. Et je trouve que Pauline a fait un superbe travail d'écriture dessus. Je lui ai déjà dit ce que je pensais de son roman. Merci beaucoup à toi de l'avoir écrit. Vraiment, il était très très chouette. C'est un premier roman et vraiment, même s'il y a quelques axes d'amélioration, il n'y a presque rien à faire. La plume est déjà là. On est déjà capté. Et je sais que pour ceux qui ont fait la lecture commune, vous avez été plusieurs à beaucoup apprécier le roman. Donc c'est trop trop bien. Merci beaucoup à vous. Si vous voulez vous le procurer et aider Pauline, n'hésitez pas. Vous avez le lien Amazon qui est dans la barre d'infos. Elle passe par Amazon puisque c'est de l'auto-édition et c'est beaucoup plus simple pour elle. Je vous encourage grandement à le découvrir et en plus elle nous commence à bien nous teaser pour sa première fantaisie qu'elle va sortir sous peu là. Donc j'ai très très hâte aussi de découvrir son prochain ouvrage. Et celui-ci c'est vraiment un roman contemporain que j'ai beaucoup aimé. Et cette fin, on était tous d'accord pour dire mais mon Dieu, cette fin, Pauline, tu peux pas nous faire ça. Et elle était là, vous inquiétez pas, il y a la suite qui arrive. Oui, mais quand Quand? Pourquoi tu nous laisses comme ça? C'est-à-dire que tout se passait bien, on apprenait des choses, les révélations se faisaient, et la fin arrive! Et là, ça va plus du tout. Et là, ça va plus du tout parce que il faut maintenant. Viens, on dit tu la sors maintenant. Allez, s'il te plaît? Non? Non, vraiment, je vous le conseille, il est très très chouette, c'est un très bon contemporain. Et c'est un primo-roman en plus. Franchement, bien joué à toi, Pauline, bien joué. En même temps que je lisais Gros Tracas pour Charlie Vega, j'avais une autre lecture, pareil, que j'avais commencé au mois d'août, qui initialement j'étais censée faire en lecture commune avec Émilie. Je l'ai complètement abandonnée. Je suis vraiment désolée, Émilie, parce que vraiment le mois d'août, ça a été très compliqué pour moi au niveau de trouver du temps pour lire. Et donc, je l'ai fini sur le mois de septembre. Il s'agit du Cercle littéraire des amoureux de Jane Austen, écrit par Nathalie Jenner et publié aux éditions Hauteville. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer déjà pourquoi il a rejoint ma palle, celui-ci? Non, je pense que c'était assez
explicite, n'est-ce pas? Et j'en attendais pas mal quand même. Bon, déjà c'est du Jane Austen, donc j'ai des attentes qui commencent à se mettre à un certain niveau, mais d'autant plus qu'on nous disait que ici on allait suivre une association de plusieurs personnes qui allait avoir pour but de sauver le patrimoine de la dernière maison où avait vécu Jane Austen et qui était en vente et qui allait perdre un petit peu ce côté de Jane Austen qui allait être vendu au plus offrant, qui ne cherchait pas forcément à garder ce patrimoine-là, mais qui était surtout intéressé par le terrain. Et donc on va avoir une association de personnes qui va s'associer. Une association de personnes qui va s'associer. Non, c'est pas vrai. J'aurais pas cru, dis donc. Donc voilà, on va avoir des personnes qui vont s'associer pour essayer de sauver le patrimoine, qui sont toutes fans de Jane Austen, qui veulent essayer de sauver le patrimoine de cette dernière et de voir pour essayer peut-être de faire un musée, quelque chose comme ça, dans son dernier lieu d'habitation. Donc ça, c'est le pitch qu'on nous promet en 4e de couverture. Et en fait, il faut savoir que cette histoire d'association qui va se former pour sauver le patrimoine de Jane Austen, ça arrive sur la dernière moitié du roman. Et encore. La première moitié du roman, c'est très axé sur les différentes personnes qui vont constituer cette association par la suite, mais d'abord prises une par une, on va comprendre leur vie, on va vous expliquer qui elles sont, quel est leur contexte d'évolution. Alors c'est pas forcément très long parce que le livre est pas forcément très long en lui-même, mais j'avoue que pendant un bon bout de temps de lecture, on se dit, et donc, où est-ce que ça veut m'amener? Ok, d'accord, mais en quoi c'est important pour moi de savoir ça? En soi, pour pas grand-chose d'ailleurs, c'est pas forcément super important de savoir tout ce qui nous est dit au début, c'est un petit peu longué pour pas grand-chose. Juste ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, tous les personnages qu'on va nous dépeindre sont tous fans de Jane Austen, s'échangent beaucoup de dialogues en utilisant... en débattant sur les différents personnages, par exemple, qui composent les ouvrages de Jane Austen, ou pourquoi tel ouvrage de Jane Austen est le préféré de Bidule, et pourquoi Truc, lui, préfère tel autre. Voilà, donc on va avoir beaucoup de conversations comme ça, qui sont vraiment très fortement avec des extraits, par exemple, ou des ouvrages de Jane Austen, ou alors des connaissances qui sont nécessaires pour le lecteur de Jane Austen. En gros, ce que j'essaye de vous dire, et je m'exprime très très mal, je suis désolée, c'est que pour moi, c'est un ouvrage qui est écrit par une fan, et surtout pour les fans de Jane Austen. Concrètement, si vous avez zéro connaissance de Jane Austen, de ses ouvrages, de ses personnages, ne lisez pas ce roman, vous allez... déjà pourquoi vous liriez ce roman, parce qu'il vous intéresserait pas, je pense, plus que ça au début, mais c'est surtout que vous allez rater beaucoup de références et parfois passer à côté d'un dialogue complet, donc c'est vraiment dommage. Ouais, je pense qu'il faut au moins avoir une bonne connaissance des ouvrages de Jane Austen, connaître les personnages, savoir quelles sont les histoires de chaque roman, sans forcément après connaître par cœur les dialogues, savoir exactement quel est le nom de tous les personnages qui composent les romans, mais avoir déjà une très très bonne connaissance de Jane Austen, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir apprécier le roman dans son intégralité. De mon côté, ça a été une bonne lecture, j'en attendais un petit peu plus, donc j'ai été légèrement déçue par rapport à ce que ça a pu être, mais c'était une bonne lecture, il sera pas mémorable, mais j'ai passé un chouette moment, et c'est déjà pas mal. On va rester un petit peu dans du Jane Austen, et un petit peu dans le même code couleur aussi au niveau de la couverture, puisque j'ai lu Les Enquêtes de Jane Austen, le tome 3, écrit par Julia Golding et publié chez Albin Michel Jeunesse. Et celui-ci s'appelle L'évadé du canal. C'est donc une saga de Cosy Mystery que je vous ai déjà présentée plusieurs fois, au moins 2 fois, pour les 2 premiers tomes. Et que j'ai continué cette fois-ci en lisant le 3e tome, qui est pour l'instant le dernier paru en français. Et ça m'attriste beaucoup parce que... faut attendre maintenant, et j'adore cette saga de Cosy Mystery, du coup, où cette fois-ci nous avons Jane Austen en personnage principal. Jane Austen ici a 13 ans. Et donc on est en 1789, je crois. C'est ça, on est en 1789, Jane Austen a 13 ans et elle va être amenée à rendre visite à son frère Henry qui étudie à Oxford. Et à Oxford, à cette même période, un canal est en train d'être creusé pour pouvoir faciliter tout ce qui est les échanges commerciaux et les échanges, par exemple, les transports aussi, par exemple, de charbon, de choses comme ça. Donc un canal est en train d'être creusé. Et on sait que pour creuser ce canal, beaucoup de détenus sont utilisés pour que justement les détenus soient utiles à la société et fassent un petit peu le sale boulot justement de creuser ce canal. Et on va donc découvrir, comme le titre l'indique, qu'un détenu, à un moment ou un autre, va s'échapper et réussir à échapper à toute surveillance et s'évader. Et évidemment, notre Jane Austen nationale, ici, va vouloir mettre son nez dans cette affaire pour essayer d'enquêter et apprendre un petit peu plus de choses, comme c'était déjà le cas dans les 2 premiers tomes. Donc à chaque fois, c'est du Cosy Mystery,
c'est pas du cozy murder, il n'y a pas de meurtre en fait, c'est vraiment, il y a des mystères et c'est tout mignon, tout poupi. Jane Austen est vraiment excellente, j'adore le personnage de Jane Austen. En soi que vous soyez ou pas fan de l'autrice, on s'en fiche un petit peu, si elle s'appelait autrement que Jane Austen, ça serait la même chose parce qu'ils lui ont mis un caractère, enfin l'autrice lui a attribué un caractère qui n'était pas du tout celui de Jane Austen véritablement. Mais elle a un caractère bien trempé, elle est maligne, mais en même temps, elle est un petit peu filou par moments. Je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup souri en lisant ce livre. J'adore cette saga, vraiment. C'est une saga jeunesse qui est exceptionnelle, qui mérite d'être plus connue. Je suis vraiment très très triste qu'elle ne soit pas plus connue parce que elle mérite d'être découverte. Elle est vraiment très très chouette. Et elle met à chaque fois en plus en avant des thèmes beaucoup plus sérieux et beaucoup plus adultes qu'il ne peut paraître. Par exemple, ici, on va vous parler vraiment de l'écart des classes qu'on peut avoir entre la classe, la noblesse anglaise par exemple et la classe plutôt moyenne voire pauvre qui aidait par exemple à la construction de ce canal. On peut aussi voir justement on va parler beaucoup d'injustice donc c'est très intéressant et j'aime beaucoup la façon dont c'est amené parce que ça reste toujours très ludique et écrit pour des jeunes enfants. On vous dit que c'est, je sais plus à partir de quel âge c'est. Je pense que c'est à partir de 12-13 ans, vous pouvez lire ça facilement. Donc vous voyez, c'est quand même, peut-être même un peu avant, mais c'est fait quand même pour des enfants ou des gens qui n'ont pas encore une pleine conscience du monde. Mais c'est très ludique et pourtant vous-même en étant adulte, enfin en tout cas c'est mon cas, en étant adulte, c'est quand même très intéressant, c'est bien mené puisque l'autrice, elle sait quelle morale elle veut amener dans ses livres et elle est bien amenée, c'est jamais lourd, c'est toujours très drôle avec le personnage de Jane Austen, enfin vraiment j'ai adoré ce tome 3 et j'ai déjà hâte de lire la suite même si bon pour l'instant elle n'est pas parue. Je vais m'armer de patience et puis en attendant je vais ronger mon frein et attendre que la suite sorte. J'ai enfin sorti de ma palle ce mois-ci, ça fait beaucoup trop longtemps que je vous le présente dans ma palle. J'ai enfin sorti Serpent and Dove, donc le premier tome de cette trilogie, écrit par Shelby Mayerine et publié aux éditions de Saxus. Je suis contente de l'avoir enfin sorti, puisque ça a été une bonne lecture. Même si, je vous en ai parlé justement dans ce fameux vlog film, mais je vais vous en reparler ici puisque c'est vraiment la vidéo qui est dédiée pour ça. En fait, ici, nous allons suivre Louise qui est une sorcière et qui évolue dans un monde où les sorcières sont chassées et brûlées vives. Et du coup, Louise vit un petit peu, elle vit pas reclus puisqu'elle se cache pas du tout de la société, mais elle cache sa condition de sorcière. En fait, elle se fait passer pour une humaine, somme toute lambda. Elle aime même se travestir et se faire appeler loup, vraiment parce qu'elle prend plaisir à ça. C'est pas forcément qu'elle se sente homme, mais c'est juste qu'elle trouve que c'est plus simple aussi pour se cacher. Et elle peut arriver plus facilement à ses fins un petit peu... Elle est un petit peu criminelle sur les bords, hein. Elle va voler, elle va faire des cambriolages, des choses comme ça. Donc elle est un peu criminelle sur les bords quand même. Mais du coup, on va avoir Louise qui évolue comme ça et qui, par un concours de circonstances qui arrive assez rapidement, va se retrouver mariée de force avec Reed, qui est lui un chasseur de sorcières. Donc vous comprenez bien que Louise elle va se faire toute petite au niveau de sa condition de sorcière puisque si son mari maintenant découvre qui elle est, eh bien c'en est fini pour elle, elle est au bûcher, merci, au revoir, c'était sympa, on en reparle demain. Donc elle se fait toute petite et pourtant quand je vous dis qu'elle se fait toute petite, oui et non puisque Louise elle a une grande gueule, elle a une grande gueule, elle parle comme un charretier, elle jure, elle est vulgaire en fait dans son vocabulaire, mais... Et du coup, ça fait totalement l'opposé avec Reed qui, lui, est très... et qui est chasseur et qui dépend donc de la religion, qui dépend de l'église. Et donc, il est très pur, très un peu arriéré, on va dire, dans sa façon de penser et dans les termes qu'il peut utiliser par moment. Donc, on sent qu'ils évoluent pas du tout, qu'ils viennent pas du tout du même monde, qu'ils n'ont pas du tout la même façon de communiquer. Et du coup, leur mariage au début va être bien compliqué jusqu'à ce qu'on se rende compte que Louise a un passé très très compliqué et que Reed finalement on lui a caché pas mal de choses au sein des chasseurs. Donc on va apprendre des choses des deux côtés et c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup apprécié en fait tout l'univers, j'ai trouvé vraiment chouette tout cet univers de sorcières, de chasseurs de sorcières, je l'ai trouvé très très chouette. J'ai beaucoup aimé les personnages aussi, je les ai trouvés cool jusqu'au moment où la romance est installée. Pour moi ça a été un... C'est le fléau de la romantaisie pour moi, où la romance s'installe en 2 secondes et demie. En fait, on est sur un enemies to lovers ici. Ils se détestent, page 202, page 204. Ils sont en train de s'embrasser goulûment parce qu'ils s'aiment d'un amour fou. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ça va beaucoup trop vite. J'en ai ras-le-bol de lire ça. De lire des romances où
ils se détestent et 2 pages plus tard, ça y est, c'est l'amour fou. Il n'y a pas de développement de sentiments en fait. C'est vraiment, on passe d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas... Moi j'aime lire des romances où il y a vraiment une zone de transition comme ça, où on voit où on voit les sentiments se développer. On comprend pourquoi des personnes qui au début ne s'appréciaient pas particulièrement en viennent à s'aimer vraiment follement. Moi c'est ça que je veux voir. Je veux voir du développement de relations. Pas juste une relation qui en 2 secondes et demie, ça y est, passe d'ennemi sous lover, ça y est, nous sommes les plus grands âmes sœurs que l'univers n'ait jamais connus. Pour moi, c'est un gros point négatif et ça me fait un peu peur puisque j'ai cru comprendre, d'après ce que vous m'avez dit, que le tome 2 est pas mal centré sur la romance. Donc ça me fait un peu peur parce que pour moi, c'est le gros point négatif de ce roman et c'est ça qui m'a fait passer d'un roman qui aurait pu être une très belle lecture à un roman que j'ai bien aimé. Parce que la romance prend vraiment une grande... que la romance ait autant d'importance, ça ne me gêne pas en soi, puisque la romance aussi, le fait que les 2 protagonistes s'aiment, va donner lieu à des quiproquos, va donner lieu à des situations particulières, et donc c'est important aussi qu'ils aient un attachement aussi fort l'un envers l'autre, mais comme je vous dis, pour moi c'est tout le développement qui est pourri, qui est à refaire, quoi. Mais bon, écoutez, qui suis-je pour juger? Je ne suis que Marie qui fait une petite vidéo en regardant son téléphone. Voilà. Mais bref, j'ai toute la trilogie dans ma page. Je vais lire le tome 2 et voir ce que ça peut donner puisque quand même cette fin était super intéressante. En fait, une fois qu'on a passé toute cette mise en avant de oui, bon, ça y est, ils s'aiment, c'est l'amour fou, oh là là, crac crac boum boum. On est revenu sur l'univers que moi j'apprécie énormément, qui est vraiment pour moi la force du roman. Donc on était revenu sur ça et c'est bon, en toile de fond on avait du coup cette romance, donc pour moi là c'était nickel. Et du coup on a une fin qui est ouverte, qui vous laisse présager du très très bon pour la suite. Donc c'est pour ça que quand vous me dites que ouais, le tome 2 est pas mal centré sur la romance, ça me fait suer parce que pour moi la fin du tome 1 donne présage du très très bon pour la suite. Donc si c'est la romance qui est vraiment mise en avant, ça me fait un peu suer. On verra, en tout cas j'espère que je mettrai moins de temps à lire le tome 2 que je n'en ai mis pour lire le tome 1. On verra. En tout cas, pour moi, du coup, c'est une bonne lecture, mais qui aurait pu être largement meilleure sans cette romance beaucoup trop bâclée. Heureusement, j'ai lu, alors pas forcément après, parce que je crois que je l'ai lu avant, mais j'ai lu un livre pour lequel j'en attendais quand même pas mal, puisque j'avais vu de très très bons avis qui en étaient sortis de la part des partenaires de la maison d'édition, puisqu'il s'agit de L'Engrange-Temps, écrit par Nell Pfeiffer et publié chez Hachette Roman. Donc je l'avais reçu en avant, je vous avais fait un réel pour vous montrer l'unboxing. On avait reçu une petite box comme ça, partenaire, qui était vraiment très très chouette, et je suis trop contente d'avoir pu le découvrir, puisque je rejoins l'avis des autres partenaires Hachette Roman et de la plupart des gens qui l'ont lu depuis. C'était vraiment un très très bon livre, vraiment c'était très très cool. Là on va suivre notre héroïne qui s'appelle Sophie. Sophie qui est horlogère et qui a la faculté de parler chronolangue, c'est-à-dire qu'elle sait comprendre les horloges, enfin certains types d'horloges en fait, elle sait les comprendre, elle sait parler avec eux, elle leur parle comme je vous parle actuellement. Et donc elle a cette faculté-là qui lui provient de son père et elle est descendante d'une famille d'horlogers comme ça depuis toujours. Et son père est décédé, donc c'est maintenant elle qui est à la tête du business et qui est aussi l'horlogère royale. Donc c'est elle qui est amenée à remonter toutes les horloges du palais royal. Horloges qui, dans ce palais, ont une utilité tout autre que celle de donner l'heure, puisque du fait qu'elles puissent parler, elles servent un petit peu d'espions, si vous voulez. Elles servent à écouter les messes basses qui peuvent se dire à droite, à gauche dans le palais, donc elles ont une utilité toute trouvée. Et donc on va suivre Sophie dans son petit quotidien d'horlogère qui va être très très vite mise à mal, puisqu'elle va se retrouver obligée par le frère jumeau du roi, donc Dimitri, le roi qui s'appelle Charles et son frère jumeau Dimitri. Elle va se retrouver obligée par Dimitri à remonter une horloge qui s'appelle donc un engrange-temps et qui a la faculté de pouvoir vous faire remonter dans le temps. Donc Dimitri va obliger Sophie à réparer cette horloge et à utiliser de sa magie, puisqu'elle dispose d'une sorte de magie en tant qu'horlogère, pour utiliser cet engrange-temps et remonter avec lui dans le temps. Ils vont donc se retrouver périclités quelques temps plus tôt et on comprend très rapidement que l'objectif de Dimitri de remonter dans le temps n'était pas forcément bien pensant. C'est vraiment une très très belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit ici d'un tome 1, donc je sais que plusieurs personnes ont dit que oui, bon c'était un petit peu en superficie sur certaines choses, j'aurais aimé que ça soit un peu plus approfondi sur d'autres. Personnellement, ça m'a pas choquée puisque c'est un tome 1, donc je me dis que l'autrice a tout le plaisir de pouvoir faire ça dans la suite, parce que je ne sais pas si c'est une duologie ou plus, mais en tout cas a tout le plaisir de pouvoir faire ça dans une suite, de pouvoir nous faire découvrir un peu plus de l'univers, de pouvoir nous aller un petit peu plus en profondeur sur certains personnages.
En tout cas, j'ai beaucoup apprécié l'univers personnellement de ce qu'on en a vu. Il est très très chouette. Tout ce concept d'horloger, de chronolangue, d'engranchement, j'ai trouvé très très bien construit, très intelligent. Les personnages sont super cool. Sophie est très attachante, je l'aime beaucoup. Elle fait des choix qui ont du sens. Elle est mature aussi et ça fait très plaisir parce que bon, au bout d'un moment, de lire des héroïnes qui sont jeunes adultes et qui font constamment les mauvais choix, bon, ça va bien 2 secondes, mais on en a un peu marre. Que là, Sophie, elle fait les bons choix et ça fait plaisir. Ou en tout cas, même quand elle fait les mauvais choix, elle fait des choix qui ont du sens et ça, c'est chouette. C'est vraiment très très sympa. On va avoir tout un côté aussi de magie qui va être amené, que j'ai trouvé sympathique. Non, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Pour moi, si vous voulez, c'est pas aussi bien que ça, mais ça m'a fait un petit peu le même ressenti de lecture que j'avais pu avoir sur La Passe Miroir de Christa Dabos, qui est une saga que j'adore énormément. La Passe Miroir, j'adore cette saga. Et ben si vous voulez, j'ai un petit peu eu ce même sentiment de lecture et c'était vraiment chouette, c'était vraiment très très chouette. Je vous le conseille si vous n'avez pas encore franchi le pas. Il se lit très vite en plus, hein, c'est quand même écrit relativement aéré, vous voyez. Il n'est pas très gros, mais il se dévore. C'est un très très bon moment de lecture. Et la suite nous arrive en mars 2024, donc finalement, ça va. On n'a pas trop à attendre, je trouve. On peut s'en remettre, donc je vous encourage grandement à le découvrir. C'était une très très chouette lecture. J'ai commencé ce mois-ci à faire des lectures communes sur les livres que je reçois dans les box Fairyloot. Alors, je n'ai pas encore lu le premier livre que je vous ai présenté puisque il s'agissait en fait du 2e livre que je recevais de Fairyloot. Je vous avais pas fait d'unboxing pour la première box que j'avais reçue, mais j'ai lu celui de la première box que j'ai reçue qui n'était autre que Threads That Bind, écrit par Kika Atsopoulou, et donc c'est publié chez, je crois, les éditions Pingouin. Il n'est pas encore sorti en français. Je ne sais pas si une traduction est pour l'instant dans les tiroirs d'une quelconque maison d'édition. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré ma lecture. Du coup, je vais pas extrêmement vous en parler puisque, pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Donc, ça serait dommage j'espère, de pas trop vous frustrer. Mais pour le coup, pour moi, ça a été une très, très bonne lecture. J'ai vraiment passé un super chouette moment de lecture. Je suis très contente d'avoir pu prendre du plaisir à lire en anglais parce que c'est quand même pas forcément évident pour moi. Et là, ça a été un très, très bon livre. On suit ici notre héroïne, donc Io, avec les lettres I et O, qui n'est autre qu'une descendante de moires, donc les moires de la mythologie grecque par exemple, qui a donc la faculté de voir les fils de vie des personnes. Donc elle peut voir les fils des passions des gens, par exemple si quelqu'un aime la broderie, elle va voir le fil de passion, de broderie. Si quelqu'un est attaché à un lieu en particulier, il aime bien son salon, elle va voir le fil d'attachement au salon. Mais elle a aussi la faculté de pouvoir voir les fils de vie des gens, c'est-à-dire les fils qui relient les gens à la vie. Donc elle a cette faculté-là, mais surtout dans sa fratrie, puisqu'elles sont 3 sœurs, chacune sont descendantes de moires, chacune avec une faculté différente. Et c'est la particularité de Io, elle, c'est que c'est une coupeuse. Elle a la faculté de couper les fils, donc c'est-à-dire qu'elle peut couper, certes, votre affection que vous avez pour cette broderie. Si elle coupe le fil de la broderie, tout d'un coup, vous n'allez plus aimer la broderie. C'est pas bien grave. Mais comme je vous disais, elle voit les fils de la vie et elle peut aussi les couper. Donc c'est-à-dire que si elle coupe le fil de la vie, vous êtes capoutasse. C'est déjà un peu moins cool. Donc Io, au début, quand on la découvre, elle est un petit peu détective privée puisqu'elle a cette faculté du coup de voir les fils et de les couper. Donc par exemple, c'est pratique quand elle doit enquêter sur une liaison, par exemple entre un homme marié et puis je sais pas, une quelconque femme. Elle peut couper leur lien d'affection, elle peut voir tout ça, donc c'est intéressant, elle fonctionne bien dans son métier. Jusqu'au jour où justement, durant une affaire, elle va se faire un peu agresser par une sorte de créature. En fait, une personne qui devrait être morte, son fil de vie est morte, mais qui pourtant a l'air vivante, hein, avance, parle, bouge, mais qui pourtant n'a plus de fil, si ce n'est son fil de la mort qui n'est relié à rien du tout, qui est coupé. Donc là, on comprend que y a un petit souci quand même, il y a un petit souci et Io va donc être mêlée à une affaire plus grande qu'elle, beaucoup plus grande qu'elle au niveau de l'envergure et qui est très très intéressante, qui va vous emmener dans le passé de cet univers dans lequel certes, on a des descendants des moires, mais on a aussi des descendants, par exemple, de différentes personnalités, des différentes mythologies. On va avoir par exemple, des descendants de Horus. On va avoir des descendants comme ça de plein de choses. Je les ai plus forcément en tête. Mais c'était vraiment très, très chouette. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Un tome 2 va sortir en VO l'été 2024. Je sais plus. Je crois que c'est en juin. J'ai très, très hâte. J'espère qu'il y aura une édition Fairyloot qui sortira à l'occasion pour que ça puisse aller avec celle-ci. Parce que regardez-moi ça. Trop beau, trop beau. Il était vraiment très chouette. J'espère qu'il sera traduit incessamment sous peu en français et que vous pourrez le découvrir parce que pour le coup, il était vraiment chouette. Si vous voulez, si je devais vous le comparer avec quelque chose que vous pourriez connaître, pour moi, c'est un mélange entre l'or d'Alexandra Bracken qu'on avait pu avoir chez De Saxus en français. Pareil, on avait des descendants de dieux, de demi-dieux, par exemple, de la mythologie grecque.
Donc on a un petit peu ce côté-là ici, même si c'est pas que de la mythologie grecque, et avec aussi un mélange de Crescent City de Sarah J. Maas, pareil chez De Saxus. Vous savez que j'ai détesté Crescent City, mais en fait ici on a un petit peu cette idée de notre héroïne qui se retrouve reliée dans une affaire à laquelle elle n'avait pas de connaissance, et elle se retrouve même mise un petit peu en duo avec une personne qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam avant, et qui va devoir enquêter sur quelque chose pour survivre un petit peu, hein, quand même. Et donc ça fait un petit peu penser à Crescent City, je trouve, sauf que c'est bien écrit. Voilà, pour moi c'était ça la grande différence. Pour moi Crescent City, le personnage principal était imbuvable, c'était mal écrit, il y avait beaucoup de scènes de sexe pour rien. Ici il n'y a pas de scènes de sexe, merci, grand merci, il n'y a pas besoin d'avoir une romance extrêmement présente pour faire d'un livre un bon livre. Donc il n'y a pas de scène de sexe, l'héroïne n'est pas vulgaire, elle fait des choix qui ont du sens, elle n'est pas Bryce dans Crescent City qui a des réactions d'adolescente par moment. Là, on est sur une adulte et ça fait vraiment plaisir. Bref, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture et j'ai déjà très hâte de découvrir la suite. Pour la suite, je vais vous présenter 2 tomes en même temps puisqu'il s'agit du tome 1 et du tome 2 d'une même saga que j'ai vraiment lu à la suite, donc je vais mélanger les 2 avis. Il s'agit pour l'instant des 2 premiers tomes de la saga Belle Morte, écrit par Bella Higgin et publié aux éditions Hachette Roman. Du coup, j'ai lu ces 2 tomes en un week-end, durant le week-end d'amis, donc vraiment quasi sur la fin du mois de septembre. Quoique non, Belle Morte, je crois que je l'ai lu dans la semaine. Mais j'avais hâte de les découvrir puisque c'est un roman avec pour personnage principal le mythe du vampire. Donc vous connaissez mon amour pour le mythe du vampire. J'adore les vampires, j'adore tous les univers qu'il y a autour des vampires. J'ai été, comme beaucoup de mon âge, très fan de Twilight durant mes années collège, vraiment. Et bah justement, en parlant de Twilight, Belle Morte, il y a quand même de grandes similitudes avec Twilight, hein, ça nous y fait fortement penser. Je pense que l'autrice ne peut pas nous dire qu'elle n'a pas été influencée par Twilight, ça serait mentir. Ici, on est sur une adaptation en livre de quelque chose qui, dans sa version originale, était un écrit qui était publié initialement sur Wattpad. Donc Wattpad, c'est un endroit où pas mal d'écrivains publient leurs écrits, et c'est généralement des fanfictions par exemple, et là on sent qu'on est sur un niveau fanfiction. Typiquement tout le long de ma lecture, surtout sur le tome 1. Surtout sur le tome 1, j'avais vraiment l'impression de lire ce que je pouvais lire quand j'étais adolescente sur les skyblogs à l'époque. Sur les skyblogs ou alors sur fanfiction.net, ça remonte à si loin tout ça. Mais ça faisait un petit peu de ce niveau-là, la plume est pas forcément très très belle, tout va très vite. C'est-à-dire que j'avais mis un extrait sur mon Discord puisque ça m'avait quand même un peu choquée. C'est-à-dire qu'on va avoir notre héroïne qui s'appelle Rénie, qui va donc intégrer la maison Belle Morte. Pardon, je vous ai même pas pitché le truc. On va avoir notre héroïne, Rénie, qui va intégrer la maison Belle Morte, puisque dans cet univers-là, les vampires sont connus de tous et évoluent principalement dans des sortes de maisons, de manoirs, où ils vivent tous ensemble et ils ont des donneurs qui travaillent pour eux. Donc c'est des gens qui vont s'être portés volontaires pour être donneurs de sang. Sauf que les vampires vont pas les prélever jusqu'à mourir, ils vont vraiment leur prélever la dose de sang dont ils ont besoin. Et comme ça, ils ont des donneurs qui sont là. Ça fait un petit peu maison close, sauf que au lieu que ça soit de la prostitution, c'est le fait de donner son sang. Et donc on va avoir Rénie qui va rejoindre la maison Belle Morte, puisque sa sœur qui l'a rejoint il y a quelques mois a complètement arrêté ne lui envoie plus de lettres, elle n'a plus de nouvelles de sa sœur, donc elle s'inquiète beaucoup, donc elle veut rejoindre cette maison pour avoir des informations, et elle se rend compte que elle ne trouve pas sa sœur est introuvable quand elle rejoint la maison, et elle comprend que il se passe quelque chose, il y a anguille sous roche là, on nous cache quelque chose, mais qu'est-ce que c'est, où est sa sœur? C'est un petit peu le pitch du tome 1, et du coup dans son intégration à la maison Belle Morte, Rénie va rapidement faire la rencontre d'un des vampires qui s'appelle Edmond, qui, on comprend, est magnifique, est trop beau, patati patata, et on comprend très rapidement que ça va être le love interest de Rénie. Sauf que, quand je vous dis qu'on va comprendre rapidement, c'est-à-dire que l'autrice, en fait, nous laisse pas le temps de comprendre par nous-mêmes. Tout de suite, c'est il est magnifique, il est trop beau, oh là là, mon Dieu, je l'aime. Enfin, c'est presque ça. Et à un moment, Rénie va dire j'avais mis du temps à m'en rendre compte, mais maintenant, je suis sûre de mes sentiments, je l'aime. Faut savoir que... en début de page ou la page d'avant ou 2 pages avant, on nous fait comprendre que depuis le début du livre, il s'est passé 4 jours, quoi. Oui, bon alors je pense que t'as pas forcément mis tant de temps que ça pour te rendre compte que tu l'aimais. Limite, je suis plutôt dans le sens inverse à penser que t'as été très rapide pour te rendre compte de tes sentiments. Enfin, je sais pas, mais moi j'ai du mal à aimer quelqu'un comme ça en 4 jours. Enfin, je sais pas vous, moi je vis pas mon amour comme ça, mais pourquoi pas? Bref, c'est comme ça que je vous dis qu'on sent que c'est une fanfiction, que tout va très très vite, que la plume est pas forcément très belle, mais pourtant,
Mais pourtant, malgré tout ça, il y a un côté addictif. Il y a un côté addictif parce que vous avez envie de savoir ce qui est devenu sa sœur, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on nous cache, quel est le secret qui se cache dans cette maison Bellemorte, pourquoi quel est le mystère, enfin vraiment, qu'est-ce que c'est tout ça. Donc ça, au niveau du tome 1, c'était un petit peu un peu de la curiosité qui me faisait continuer. Mais par contre, je suis trop contente d'avoir lu le tome 2, puisque le tome 2 pour moi est vraiment meilleur par rapport au tome 1. Donc dans le tome 2, on sait ce qui s'est passé avec sa sœur, on sait où elle est, et on avance un peu plus. Je vais essayer de vous faire un avis sans vous spoiler le tome 2. On avance un peu plus, on creuse un peu plus dans l'univers, on sort de la maison Bellemorte aussi, donc on découvre plus de l'univers aussi au niveau géographique que juste cette maison Bellemorte dans laquelle on était en huis clos dans le premier tome. Et j'ai beaucoup aimé puisque on avance, il s'est passé des choses, la situation de nos personnages a évolué pour certains. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, alors je sais pas si c'est moi qui surinterprète un petit peu ce qu'a voulu faire, ce qu'a voulu écrire l'autrice, ou si c'est vraiment ce qu'elle a pensé, mais pour moi, dans ce tome 2, je trouve qu'il y a une très très grosse critique de tout ce qui est les télé-réalités, de cette façon de cloisonner les gens dans des lieux clos et de les observer H24, de commencer à les idolâtrer alors que c'est juste des humains lambda qui essayent d'exister. Certes, bon, pour nous, dans notre monde, en général, dans la télé-réalité, on surjoue les choses. Mais par exemple, les premières télé-réalités, c'était juste des personnes complètement aléatoires qu'on avait mis ensemble dans un endroit clos et qu'on observait H24. Là, je sens qu'il y a une critique de ça, justement, en critiquant, en remettant en question ces vampires qui existent dans ces maisons, qui sont idolâtrés par beaucoup d'humains, qui sont appelés d'ailleurs dans le roman les Vladictes, qui sont idolâtrés vraiment, ils sont connus, c'est vraiment des célébrités, alors que eux, c'est juste des gens qui existent pour plusieurs des siècles et qui veulent juste continuer à vivre sans forcément avoir à se cacher. Et j'ai trouvé ça très intéressant, l'histoire évolue très très bien aussi. Il y a un tome 3, qui n'est pas encore sorti en français, mais il y a un tome 3 à cette saga, et honnêtement, je vois pas ce qu'on peut nous raconter dans ce tome 3. Pour moi, la saga se termine en 2 tomes. Pour moi, c'est une duologie, vous arrivez à la fin, c'est une fin un peu ouverte, mais c'est une fin. Donc, ouais, franchement, je vois pas trop ce qu'on peut nous raconter par la suite. Pour moi, ça se suffit, les 2 tomes se suffisent à eux-mêmes. Enfin bon, on verra au moment de sa sortie. Si je suis toujours partenaire avec Hachette Roman, pourquoi pas demander pour assouvir ma curiosité. Je vous avoue qu'honnêtement, si je suis pas partenaire avec eux, moi je pense que ma curiosité s'arrêtera là et ça m'ira très bien. Juste pour vous dire, je sais que ça va pas forcément plaire à Hachette, mais écoutez, c'est la vie, je préfère être honnête avec vous. Les livres sont au prix de 19 € à l'unité. Je trouve ça un peu cher. Je trouve ça un peu cher par rapport à la qualité du texte, surtout pour le tome 1. Autant le tome 2, je vous ai dit, j'avais passé vraiment un bon moment. Autant le tome 1, voilà, c'était pas foufou, quoi. C'était pas foufou. Mais si vous êtes quand même curieux de découvrir l'univers, je vous encourage au moins à les emprunter, puisque c'est quand même un univers qui est sympa, surtout si vous aimez les vampires. Ils se lisent vraiment bien. Je vous encourage au moins à les emprunter, bibliothèque, médiathèque, à des amis, de la famille, que sais-je. Mais à les découvrir parce qu'ils sont vraiment chouettes. Mais de là à payer 19 € chacun, c'est peut-être un peu excessif, je trouve. Voilà, je préfère être honnête avec vous. Mais voilà, j'ai pas envie que vous vous disiez non plus, c'est cher, je passe mon chemin. C'est peut-être un peu cher, mais essayez de les emprunter quand même parce qu'ils veulent le détour, ils sont sympas. Et enfin, la dernière lecture que j'ai fait sur le mois de septembre, c'est un graphique. Il s'agit de Johanna dans tous ses états, écrit par Lara Pickle et publié aussi chez Hachette Roman. Je n'avais pas fait exprès, mais c'est encore publié chez Hachette Roman. Et c'est un livre aussi que j'ai lu durant le week-end d'Amil, du coup parce que c'était facile à lire. Ça, c'est pratique pour les week-ends d'Amil, les graphiques comme ça. On est sur du 210 pages que j'ai lu en 1 heure, quoi. Donc trop bien. Ici, on va suivre du coup Johanna qui vient d'être acceptée pour rejoindre la société Witch & Co. Alors on nous dit que c'est un institut, oui c'est un institut, oui, ça fait un mélange d'institut et de société, mais pour rejoindre l'institut Witch & Co en fait à Londres et sa spécialité c'est les potions, donc elle va intégrer une équipe pour développer une potion qui vous permettra je crois de communiquer avec les animaux et donc Johanna est toute contente, elle est très fière. Sauf que rapidement, on va comprendre que Johanna est pleine d'anxiété, pleine d'angoisse, que c'est quelque chose qui la bouffe vraiment, qui lui empêche de profiter au quotidien de ses loisirs, de son travail qui lui plaît, même s'il y a des côtés négatifs, hein, comme dans tout travail malheureusement, mais qui va aussi lui empêcher de profiter de son couple, de voir les choses positivement. Elle va avoir beaucoup de mal.
Et du coup, Johanna, on va la suivre un petit peu descendre, se rendre compte qu'il y a une accumulation de choses qui sont toujours plus dures à porter, jusqu'au moment où elle va rencontrer un docteur. Alors, je ne sais plus comment on nomme ça dans cet univers magique. On va suivre une dompteuse de dragons, donc en fait on comprend que c'est une sorte de psychologue en fait dans leur univers, puisque ici ce qui est appelé les dragons, c'est un petit peu tout ce qui est pensée négative, tout ce qui va vous bouffer, tel que l'anxiété et l'angoisse de Johanna par exemple. Et donc avec cette dompteuse, Johanna va apprendre à aller au-delà de cette négativité qui lui pourrit la vie, pour apprendre à apprécier, pour prendre son courage à deux mains aussi pour certaines choses, aller au-delà de ce qui la ronge en fait. Et ma lecture est un peu en demi-teinte parce que, alors déjà quelque chose que j'ai pas compris, c'est quelle est l'utilité de nous faire un univers magique. Concrètement, pour moi ça manquait un petit peu de magie parce que c'est par pointe en fait, certes c'est sympa, mais soit l'autrice fait un choix de faire tout contemporain et l'histoire sera la même, soit d'incorporer un petit peu plus de magie pour vraiment se rendre compte qu'on est dans un univers à part et ça serait plus sympa. Je trouve qu'en fait c'était trop peu pour être vraiment considéré comme avec beaucoup de magie, donc c'est un petit peu dommage parce que moi j'aimais bien justement ce contexte de magie, c'était sympa. Bon, petit point négatif, mais bon, après ça c'est mon goût. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment gênée, c'est... Donc on va avoir Johanna qui va aller chez cette dompteuse de dragon, c'est l'équivalent d'une psychologue. Et en 2-3 temps mouvement, ça va aller mieux, quoi. Ça va très vite, ça va très très vite. Je suis pas sûre que ce livre soit d'une grande aide, honnêtement. Hein. Ça va trop vite. Je trouve que c'est un peu flou en plus, parce que l'autrice n'est pas psychologue. Enfin, je ne sais pas, je ne pense pas en tout cas. Mais du coup, c'est très flou aussi dans les astuces qui sont données pour aller mieux. On sent que ça se veut bien pensant, mais en même temps, pas convaincue. Après, je ne suis pas professionnelle de la santé, je ne suis pas psychologue, je ne sais pas si c'est bien, si c'est... Je n'en ai jamais consulté non plus, donc je ne pourrais pas vous dire si c'est des conseils qui ont du sens. Mais en tout cas, moi, à lire, je les ai trouvés un peu bateaux, ces conseils, et pas forcément très perspicaces. Donc, pas forcément convaincue. Donc, ça a été une lecture en demi-teinte. Et pourtant, j'ai trouvé le livre très beau. Les graphismes sont vraiment très très chouettes. Par contre, ça, c'était vraiment cool à découvrir. C'était très très cool. J'ai beaucoup aimé. Vous voyez, on voit les pensées angoissantes, par exemple, de Johanna qui l'oppresse, quoi. Donc, une bonne lecture, mais une lecture moyenne, on va dire. C'était bien sur différents aspects, moins bien sur d'autres, pas assez creusé. Enfin bref, je vous invite à le découvrir, vous à me dire ce qu'il en est. Je sais que j'ai vu passer des bons avis aussi dessus. Donc après, voilà, c'est mon avis que je vous donne. Il vaut pas grand-chose, il vaut ce qu'il vaut. Donc après, à vous, c'est vous qui lui donnez de la valeur ou non. Mais en tout cas, je vous invite à le découvrir. Si vous êtes curieux, ne vous arrêtez pas à mon avis pour vous dire, bon bah, je suis intéressée, je suis pas intéressée. Je vous donne des pistes de réflexion. Après, à vous, ça se trouve. Moi, tout ce que je vais vous avoir dit, vous allez vous dire, oui, non, mais pour moi, c'est pas important et j'ai quand même envie de le découvrir. Et dans ce cas-là, grand bien vous fasse. Moi, voilà, je l'ai lu une fois, je pense pas le relire, honnêtement. Voilà. Et voilà, c'en est donc tout pour toutes mes lectures de septembre. Là, ce mois-ci, je trouve que j'ai pas mal bastonné. Je suis relativement fière de moi, franchement, au niveau du nombre de lectures et de la qualité. Il y a eu déjà un peu moins bon, mais en règle générale, j'ai pas eu de déception, j'ai pas eu d'abandon. Donc pour moi, c'était encore un très très chouette mois de lecture. Je suis très contente. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, si vous êtes plutôt d'accord avec moi ou au contraire totalement en désaccord. Je suis vraiment preneuse de tout ça. S'il y en a certains qui vous tentent ou alors, qu'est-ce que vous avez retenu de votre mois de septembre niveau lecture? Je vous attends en commentaire pour me dire tout ça. Pour ceux qui voudraient commenter mais qui ne savent pas quoi mettre, je vous invite à mettre l'emoji de sorcière, vu que j'ai fini par vous présenter Johanna dans tous ses états, qui a une notion de sorcellerie. On a Serpent and Dove où on nous parle de sorcellerie. Mettez-moi l'emoji de sorcière ou par exemple de la boule de cristal, enfin tout ce qui fait un petit peu witchy. En plus au niveau de la saison, on est carrément dans le thème, ça sera trop cool. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, le partage aide énormément dans ces temps un peu compliqués au niveau de l'algorithme YouTube où vraiment chaque nouvelle vidéo que je sors fait des encore moins bonnes stats que la précédente et comme ça descend donc ça fait un petit peu suer, c'est un petit peu compliqué donc n'hésitez vraiment pas à partager les vidéos si vous les trouvez sympas, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres gens, je vous invite vraiment à utiliser le partage, ça aide énormément et normalement c'est pas trop contraignant donc merci à ceux qui voudront bien le faire. En attendant une prochaine vidéo, on peut se retrouver de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Insta ou sur Twitch, les liens sont dans la barre d'infos, je vous invite à venir nous suivre par là-bas, on y est super bien. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine, bye bye.